La santé des étudiants à la loupe avec le lancement d'une enquête sans précédent. iShares, c'est son nom, se veut la plus grande cohorte épidémiologique jamais réalisée. 30 000 étudiants concernés. Bonsoir donc à Didier Guillemot, professeur d'épidémiologie et de santé publique. Expliquez-nous à quoi va servir cette enquête sans précédent. Bonsoir. Eh bien, c'est une enquête qui va servir à plusieurs choses. Tout d'abord, la question de la santé des étudiants, au sens, par exemple, de leur difficulté d'accès aux soins, au sens de la manière dont ils s'occupent de leur santé. Alors, bien sûr, les étudiants, on peut les penser pas trop malades, et ça peut paraître être une préoccupation relativement anecdotique. Pour autant, ils ont des problèmes, ils ont des questions, ils ont des accès aux soins, par exemple, pour la santé dentaire, qui est, on le sait, plus ou moins bien, mais on le pressent, relativement difficile. Absolument. Parce que parfois aussi, ils ne savent pas comment faire avec les mutuelles, c'est compliqué, les remboursements, enfin, il y a des papiers, voilà. Donc, c'est déjà un premier axe, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre quelles sont les difficultés d'accès aux soins. Ils peuvent être aussi dans une certaine relative précarité économique. Donc, c'est un axe, ça, qui est très santé publique. Et puis, on va s'intéresser à d'autres questions. On va s'intéresser à la santé mentale. Alors la santé mentale, ça ne veut pas dire que les étudiants ont beaucoup de problèmes de santé mentale, mais par contre, ce qu'on pressent aussi, c'est qu'ils ont du stress et que ce stress peut avoir des effets sur la manière dont ils réussissent les examens, comment ils le gèrent. Et puis il y a des questions plus spécifiques sur ce qu'on a par exemple vu dans d'autres pays européens, comme l'utilisation de toxiques de façon un peu aiguë, enfin de l'alcool par exemple. Et puis des questions plus de recherche autour de la migraine et le fonctionnement vasculaire cérébral, et puis des questions autour des maladies infectieuses et notamment certaines maladies sexuellement transmissibles, dont certaines ont encore des conséquences, notamment sur la fertilité féminine, particulièrement importantes. L'enquête va durer une dizaine d'années. J'ai cité deux mots tout à l'heure, épidémiologique, cohorte. On peut peut-être faire un peu de sémantique et expliquer ce que ça signifie, épidémiologique et cohorte. Alors, cohorte, le terme vient des armées romaines. Voilà, il n'est pas particulièrement dans le contexte. L'idée, c'est simplement qu'on va suivre pendant de nombreuses années, 10 au moins, un grand nombre d'étudiants. Alors quand on dit on va suivre, on va leur demander de participer. En fait, c'est une aventure à laquelle on demande. Vous n'allez pas les espionner en permanence non plus. Non, évidemment pas. On va leur demander de participer, de s'impliquer dans la dynamique de cette recherche au fond. Et comme toute recherche, il y a de l'aventure, des choses à découvrir. On va leur demander de participer. Au fond, on n'est pas si loin que de ça, du community research, qui est un mouvement un peu nouveau. Donc voilà, c'est quelque chose où on va essayer de partager avec eux. Et d'ailleurs, iShare, c'est en anglais je partage. Et c'est plutôt tendance. En plus, voilà, pour essayer de les inciter à venir. Je crois que c'est tendance, enfin peut-être. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le constat, et si on a pris cette initiative qui est soutenue par les investissements d'avenir quand même, et donc les investissements, les appels d'offres qu'il y a eu il y a 2 ans dans la recherche, beaucoup d'argent avait été mis là-dedans. Si nous nous sommes engagés dans cette aventure, c'est qu'on a fait le diagnostic. Au fond, il n'y avait pas beaucoup de choses de connues concernant les étudiants, leur santé, et puis aussi, c'est à ce moment-là que certaines pathologies peuvent prendre leur source, entre guillemets, c'est-à-dire, et donc ça, c'est des choses que nous allons investiguer. Vous parliez du financement tout à l'heure, on peut peut-être faire une parenthèse justement, ce sont quoi, les laboratoires pharmaceutiques aussi qui participent, qui financent, d'où vient cet argent? Non. Pour une telle opération? Non, le premier soutien que nous avons obtenu est un soutien public, c'est-à-dire que nous avons répondu à un appel d'offres, qui était l'appel d'offres cohorte des investissements d'avenir il y a 2 ans, et le projet a été évalué par un comité scientifique international et particulièrement bien évalué, enfin suffisamment bien évalué pour être retenu. Voilà, donc nous avons de l'argent public pour pouvoir démarrer le projet. C'est bien évidemment pas suffisant et nous allons essayer de trouver des partenaires. Là, vous lancez le dispositif, oui, mais vous ne l'avez pas entièrement financé. Non, pas sur 10 ans. Non. Mais c'est comme ça tout le temps en recherche, c'est-à-dire qu'on a une idée, on pense qu'elle est bonne, on essaye de la faire soutenir par des partenaires publics. Mais ça pourrait s'arrêter si vous ne trouvez pas les fonds en cours de... Comme tout projet de recherche. Il n'est
pas différent celui-là dans ce sens de tout autre. Là, c'est un partenariat avec l'Université de Bordeaux aussi. Alors, l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Pourquoi pas d'autres universités? Alors, c'est une bonne question. Ouais. C'est en fait les deux partenaires qui se sont associés pour prendre cette initiative sont l'Université de Bordeaux et l'Université de Versailles. D'abord parce qu'il faut bien commencer, et aussi parce que ce projet est piloté par un collègue et ami qui est professeur à Bordeaux, et je suis professeur à Versailles. Et on ne se lance pas dans cette aventure en multipliant les complications. Il faut aller là où c'est facile tout de même, enfin, parce que l'aventure est en elle-même. Donc là, ce sont les bases, mais on peut imaginer que ça s'ouvre à d'autres établissements. Je crois qu'on ne pourra pas en faire l'économie par le fait même qu'on utilise les nouvelles technologies de la communication et de l'information, et que, utilisant toutes les possibilités d'Internet, eh bien, on peut évidemment pas se limiter à des populations ou à des étudiants qui seraient uniquement sur 2 universités. Et nous sommes d'ailleurs déjà sollicités par des universités du sud de la France pour rejoindre l'initiative que nous avons prise. Les étudiants prennent-ils soin de leur santé? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Nous sommes allés leur poser la question pour avoir quelques témoignages, tout simplement. Micro-trottoir. J'essaie de faire le footing quand je peux, et puis j'essaye d'acheter des produits, en fait, des légumes, des fruits et des légumes, des choses comme ça, mais ça a quand même un inconvénient parce que du coup c'est assez cher dans les supermarchés, et vu que je vis tout seul, ben voilà, tout de suite le budget bouffe il commence à augmenter. Je ne fais pas attention à mon alimentation, mais je devrais, je pense. Je fais beaucoup de sport, j'ai mangé un repas équilibré. Enfin, j'évite tout ce qui peut être nuisible à la santé, quoi. Comme on habite souvent loin, on prend des trucs à manger, tout ça, donc on mange pas forcément correctement. J'avoue que là, l'équilibre et les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas possible. Oui, on mange mal, mais je suis pas sûr que ça a quelque chose quoi que ce soit à voir avec le fait qu'on soit fauché. C'est plutôt que quand on peut manger ce qu'on veut, on mange des cochonneries. Témoignage plutôt honnête finalement du dernier étudiant peut-être. C'est marrant parce que quand on parle santé et quand on parle soins et quand on parle de s'occuper de soi, on pense à nourriture en premier pour les étudiants. C'est effectivement ce que j'observais dans le reportage, qui est assez intéressant de ce point de vue. Évidemment que la question de l'alimentation est une question qui survient assez immédiatement. En fait, pour tout vous dire, avant de démarrer, de rentrer dans la phase opérationnelle, nous avons eu beaucoup de discussions avec des étudiants, des discussions individuelles et des discussions collectives. Et alors, l'alimentation, évidemment, est une question qui apparaît. Mais au fond, on s'aperçoit aussi que peut-être que pour eux-mêmes, leur santé ou la santé, c'est quelque chose d'un peu anecdotique, comme je disais tout à l'heure. Par contre, nombre d'entre eux, parfois, s'interrogent sur les difficultés que certains de leurs amis peuvent avoir. Et on voit bien que quand on discute un peu en profondeur, parfois, il sort effectivement ces questions, notamment les questions d'ordre psychologique sortent assez fréquemment, et c'est des questions qui sont particulièrement importantes aussi. Le dispositif, l'enquête Aïcher qui débute, donc tout juste, portera sur 5 thématiques: les migraines, les infections sexuellement transmissibles, la maturation du cerveau, la santé mentale, les conduites à risque également. Les étudiants vont tout déclarer. Comment vous allez vérifier ça aussi? Alors, il y a 2 niveaux dans Aïcher. Il y a un premier niveau où on va demander régulièrement, tous les ans, aux étudiants de répondre à des questionnaires. Et donc là, ça va être simplement sur les déclarations qu'ils feront. Les questionnaires pourront évoluer, parfois on pourra les solliciter un petit peu plus, des questionnaires de taille très raisonnable, une demi-heure, un peu plus peut-être, mais jamais au-delà. Et puis par ailleurs, au sein de Aïcher, nous allons proposer à ceux qui le voudront, de s'investir dans des projets de recherche plus spécifiques. Et là, évidemment, ça leur demandera un peu plus d'investissement pour participer, comme d'autres participent dans d'autres recherches ailleurs. Ils y gagnent quoi, ces étudiants qui vont participer alors? Alors, ce qu'ils y gagnent, parce que la question va forcément vous être posée. Mais la question a déjà été posée. Et c'est un obstacle que nous ne sous-estimons pas. Ce qu'ils y gagnent déjà, c'est de participer à une aventure. Alors vous me direz, c'est faible. Peut-être,
mais peut-être pas tant que ça. Et puis ce qu'ils vont y gagner aussi, c'est probablement des réponses à leurs questions. Si vous avez regardé le site iShare.fr, il y a déjà une animation autour de ça, autour de récits, de santé, de réponses à des questions, et nous allons animer tout ça. C'est-à-dire, ce qu'ils peuvent y gagner, c'est de trouver des informations qui répondent à leurs préoccupations. Et puis aussi, nous allons organiser l'animation de la cohorte, enfin de l'aventure, et bien, nous organisons des événements, probablement que sur Versailles, on est à l'étude pour essayer de trouver des partenaires avec lesquels on pourrait organiser des événements, soit musicaux, soit des spectacles, enfin voilà, toute une dynamique qui est plutôt une dynamique sur le partage, encore une fois. Alors, peut-être c'est un pari, mais voilà. Et puis enfin, quand on leur demandera de participer ou de faire des choses un peu plus, qui leur demandent plus d'investissement ou plus d'eux-mêmes, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes de recherche biomédicale, faire des prélèvements, là, il n'est certainement pas exclu que certains étudiants puissent être indemnisés. Une toute dernière question très rapidement. Oui, non, ce sera confidentiel ? Ah oui, oui, ce sera 100% confidentiel. Non seulement c'est confidentiel, mais en plus il y a les accords des autorités ou des instances qui font très attention à cette question de l'anonymat, notamment de la CNIL. Évidemment. Merci Didier Guillemot, professeur d'épidémiologie, Université de Versailles-Saint-Quentin. Projet iShare qui est donc lancé, 38 000 étudiants qui vont participer. Le recrutement va s'étaler sur 5 ans. Et pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin, ce sera à partir de la rentrée pour les étudiants qui veulent se manifester, y participer. Merci à vous. Et puis il y a ce site internet, bien sûr, qui s'est affiché pour avoir encore plus d'informations. Merci.